Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. Comment un stress ordinaire peut-il devenir de l'anxiété ou une dépression ou un burn-out? Comment ça se fait? Comment ça se fait-il? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi peut-être pour appréhender des choses ou anticiper des choses pour pas que ça se rende jusque-là, mais où c'est pas du tout en continuité, ce qui est sous-entendu dans la question? Encore une fois, pour répondre à cette question-là, il faut bien comprendre la différence entre un stress aigu et un stress chronique. Vous ne pourrez jamais devenir vulnérable à développer une dépression, une anxiété ou un burn-out si vous avez un stress aigu. Ça va pas arriver. Et donc là, on est dans le stress chronique, c'est-à-dire que vous faites face à une situation que vous avez peut-être pas été capable de reconnaître comme étant une situation qui générait du stress chez vous, parce qu'on a de la difficulté à reconnaître quand on est stressé, ou vous n'avez pas mis en place des moyens de reconnaître, de gérer cette situation-là. Et donc, à chaque fois que cette situation-là va apparaître, votre cerveau va détecter une menace, il va produire des hormones de stress, et ces hormones-là de stress vont remonter à votre cerveau. J'ai travaillé sur cette question-là pendant une bonne partie de ma carrière aussi. Je me disais, comment ça fonctionne? Comment on fait pour devenir déprimé, anxieux, burn-out? Comment ça se fait qu'on le voit pas arriver? Comment ça se fait? Et, souvenez-vous, je vous ai dit, quand les hormones de stress remontent au cerveau, elles vont attaquer, je l'ai dit, ils vont attaquer une capacité du cerveau qu'on appelle l'attention sélective. Alors, c'est quoi l'attention sélective? Encore une fois, c'est la capacité que votre cerveau a de discriminer entre ce qui est menaçant, ce qui est pertinent et ce qui est non pertinent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce qui est le plus pertinent au monde pour votre cerveau, c'est ce qui est menaçant. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace dans votre environnement, c'est ça qui va devenir la chose la plus pertinente au monde pour votre cerveau. Alors, si vous avez un stress chronique à chaque jour, votre cerveau détecte la menace. Ça devient l'information la plus pertinente au monde pour le cerveau. Il produit des hormones de stress. Les hormones de stress remontent au cerveau, puis va affecter la façon dont vous pensez. Et là, ce qu'on a montré, c'est qu'à force de produire des hormones de stress jour après jour après jour, plusieurs fois par jour, à la longue, ces hormones de stress-là vont remonter au cerveau et vont vous empêcher d'être capable de discriminer entre ce qui est menaçant et ce qui est non menaçant. Pardon, je t'interromps, Sonia. Discriminer ce qui est menaçant ou pas dans la situation, ou même en général, par exemple, disons que j'ai un sérieux problème d'argent, j'ai perdu mon emploi, j'envisage pas peut-être de pouvoir m'en trouver un autre, ça dure longtemps. Donc, ça va m'empêcher de discriminer des choses par rapport à cette situation-là, ou même en général. En général. En tout, OK. Et donc, c'est ce qu'on appelle le biais attentionnel vers la menace. Je vais y revenir tantôt. Et donc, vous êtes plus capable de discriminer entre ce qui est menaçant et ce qui est non menaçant, de telle sorte qu'il y a deux choses qui peuvent arriver. La première, tout devient menaçant. Ça s'appelle de l'anxiété. La deuxième chose qui peut arriver, il n'y a plus rien qui devient menaçant. Je m'en fous. Ça ressemble à une dépression ou un burn-out. C'est plus complexe que ça, croyez-moi. Mais fondamentalement, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut apprendre à reconnaître quand on est stressé et apprendre à ventiler le stress au fur et à mesure qu'il nous parvient plutôt que le laisser s'accumuler tant aussi longtemps que vous allez supprimer en disant « Ah non, c'est beau, non, c'est beau ». Le cerveau ne va pas arrêter de produire la réponse de stress. Et donc, vous allez l'accumuler et bam! Au moment où votre cerveau va commencer à peut être capable de discriminer entre ce qui est menaçant et ce qui est non menaçant, vous allez vous retrouver avec une plus grande vulnérabilité. Ça ne va pas causer ces maladies-là. C'est important de comprendre ça. C'est un facteur de risque, mais ça va vous amener à être beaucoup plus vulnérable, à tomber au combat devant ces maladies-là.
Puis c'est pas toujours simple parce que je donnais l'exemple d'une perte d'emploi. J'aurais pu donner l'exemple aussi de nos patients qui ont des douleurs au cou, par exemple, chroniques, qui perturbent le sommeil, qui perturbent leur vie sexuelle, qui perturbent leur vie de couple, qui perturbent peut-être leur vie financière parce que c'est difficile de travailler. Donc, l'urgence, l'urgence, c'est vraiment de pouvoir subvenir à ses besoins, disons. Mais pendant ce temps-là, il y a un épuisement psychologique aussi qui se construit. Et ce qu'on entend souvent de nos patients, presque tout le temps, c'est les patients vont nous dire, je vais être en train de devenir fou parce que je suis comme un peu déprimé ou beaucoup déprimé, je comprends pas trop pourquoi, j'ai pas trop de raisons, mais la préoccupation, elle est mise sur la condition de santé. Et pendant ce temps-là, ben il y a rien qui est mis. Les gens prennent pas soin en fait de leur situation psychologique, ce qui est pas simple quand vous avez en plus une douleur. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours sensibilisé à l'importance d'être pas hyper vigilant, mais vigilant sur notre santé mentale quand notre santé physique est menacée en quelque sorte. Oui, mais ça va ensemble. Puis revenons avec l'exemple de la douleur qui nous empêche de dormir. Puis là, ben, c'est très difficile de fonctionner, etc., etc. Bon, on va gérer ça comment, ce mammouth-là? Ben, vous avez le premier choix. On va enlever le trouble du sommeil. Non, on va aller plus loin. On va enlever la douleur. Bon, très difficile à faire. Difficile, presque impossible. OK. On va enlever les troubles du sommeil. Ben, ça aussi. Et donc, là, ce qu'on va faire, on va se placer en position fœtale en disant qu'il n'y a plus rien à faire. Maintenant, essayons d'accepter de nous adapter aux stresseurs. Donc, ma douleur chronique m'empêche de dormir. C'est un fait. Ça, c'est le bloc de stress sur mon chemin. Ça, c'est mon bloc de stress. Qu'est-ce que je fais? Je continue de me dire, je dors pas, ou j'accepte de m'adapter à la présence de troubles du sommeil induits par ma douleur. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est là. Il est là, le bloc de stress. Donc, solution numéro 1, c'est vous qui allez trouver vos solutions. Là. Vous voulez augmenter votre sentiment de contrôle. Je vais parler à mon patron en disant, je peux-tu travailler de nuit? Est-ce que je peux faire le même travail de nuit parce que mon rythme biologique est modifié à cause de ma douleur? Puis, est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux fragmenter mon travail pour faire des petits morceaux parce que je fais plusieurs siestes par jour, etc.? C'est ça, accepter de s'adapter aux stresseurs et ça vous donne l'impression d'avoir plus de contrôle sur la situation et c'est tout ce dont le cerveau a besoin pour arrêter de produire des hormones de stress. Et c'est vraiment important, cette notion d'accepter de s'adapter au bloc de stress sur notre chemin. Oui, puis de se rappeler que les hormones de stress, c'est des vraies hormones, c'est pas juste quelque chose de psychologique. Il y a vraiment des effets sur notre sensibilité à la douleur. Il y a vraiment des effets sur nos vaisseaux sanguins, sur toutes sortes à différents endroits dans notre corps. Donc, c'est pas juste quelque chose de psychologique. Et ces effets-là, ben, ça a des effets aussi, ces effets liés aux hormones, ben, ça touche aussi à notre santé physique. Donc, il faut, c'est pas toujours simple. C'est pour ça que c'est peut-être une bonne idée d'être entouré de professionnels de la santé, mais il faut y aller comme étape par étape, puis de suivre, entre autres, les conseils que tu nous donnes, Sonia. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci, Sonia, de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire c'est le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci, Sonia. J'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt, tout le monde.